En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Deux jours après l'attentat terroriste sur le marché de Noël de Strasbourg, la chasse à l'homme se poursuit. Malgré l'appel à témoins et le renforcement policier, Cherif Chekhat reste introuvable. Alors qu'ils occupaient toute l'attention médiatique depuis maintenant un mois, les Gilets jaunes ont été rattrapés par l'attentat de Strasbourg. À 2 jours de l'acte 5 de la mobilisation, le mouvement populaire pourrait marquer un coup d'arrêt, alors que la sécurité des manifestations sera aussi une source de préoccupation. À la peine, depuis plusieurs années, la Confédération Générale des Travailleurs a perdu sa place de numéro 1 des syndicats français à la faveur des élections professionnelles. Compromis dans un discours de plus en plus sociétal et humanitaire et de moins en moins social, la centrale n'en finit plus de déchanter. Madame, monsieur, bonsoir. Mais où est donc Cherif Chekhat? 2 jours après l'attentat terroriste de Strasbourg, la chasse à l'homme se poursuit, mais le suspect reste introuvable. Une course contre la montre s'est engagée alors que des zones d'ombre planent autour de son passage à l'acte. Son nom et son visage sont désormais connus de tous. Cherif Chekhat, 29 ans, habitant de Strasbourg d'origine maghrébine, 67 antécédents judiciaires dont 27 condamnations. La première à 13 ans est connue pour sa radicalisation islamiste. Voilà le triste portrait de l'individu suspecté d'être à l'origine de l'attentat de Strasbourg. 2 jours après les faits ayant fait au moins 3 morts et une dizaine de blessés dont plusieurs sont dans un état d'urgence absolue, une véritable chasse à l'homme s'est engagée pour le retrouver. Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. 100 personnels de la police judiciaire sont en activité. 2 hélicoptères, les brigades et les services du RAID, de la BRI, mais aussi les soldats de Sentinelle sont sur le terrain. Le gouvernement vient de décider de passer en urgence attentat, avec la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, avec aussi la mise en place de contrôles, là encore renforcés, sur l'ensemble des marchés de Noël qui se dérouleront en France pour éviter le risque de mimétisme. En tout, plus de 720 policiers et gendarmes seraient actuellement à sa poursuite et un avis de recherche a été lancé pour mettre la main sur le terroriste. Un dispositif particulièrement important donc, mais après les attaques. Ainsi, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un dispositif policier réduit au moment où l'attaque s'est produite. Plusieurs sources proches de la ville expliquent qu'une partie des forces de l'ordre local était mobilisée sur les manifestations parisiennes de samedi et qu'un certain nombre de CRS déployés pour la sécurité du marché de Noël avaient été envoyés sur des incidents en marge des blocages de lycéens. Si de nombreuses interrogations restent encore à élucider, l'heure est avant tout à la recherche de Cherif Chekhat, ce dernier étant pour le moment introuvable. Une course contre la montre s'est donc engagée alors que le suspect a priori été blessé lors d'un échange de tirs avec les militaires de la force Sentinelle. Désormais, plus le temps passe, plus il sera difficile de le retrouver. En effet, le lourd passé judiciaire de l'individu et son appartenance à la mouvance islamiste font qu'il a pu bénéficier de l'aide de certains complices. Strasbourg étant connu pour être un vivier d'islamistes, le Bas-Rhin compte plus de 200 personnes visées par des fiches actives inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dont Cherif Chekhat
et son frère. Ainsi, le suspect pourrait avoir trouvé refuge dans cette communauté, une communauté dans laquelle il est difficile d'enquêter. Autre hypothèse, celle de la fuite à l'étranger. En effet, il n'est pas certain que Cherif Chekhat soit toujours en France. Les enquêteurs ont pensé un moment qu'il pouvait s'être réfugié à Kiel, en Allemagne, mais une intervention des polices françaises et allemandes n'a pas permis de retrouver sa trace. Une chasse à l'homme qui rappelle étrangement celle de Salah Abdeslam, seul auteur des attentats du 13 novembre 2015, encore en vie. Un parallèle presque naturel tant les deux cas se ressemblent. En effet, lors de sa fuite, Salah Abdeslam avait bénéficié de l'aide de complices venus le récupérer avant de disparaître en Belgique, à Molenbeek précisément. Molenbeek, vivier d'islamistes bien connus des services de renseignement. Pourtant, il aura fallu 4 mois aux forces de l'ordre pour lui mettre le grappin dessus. Un attentat et une traque aux terroristes qui ont éclipsé temporairement le mouvement des Gilets jaunes. À 2 jours de l'acte 5, des mobilisations politiques, d'opposition et manifestants sont partagés sur la marche à suivre, alors que persiste en toile de fond le problème de sécurité. Olivier Frère-Jacques. Changement de une au détriment des Gilets jaunes. Les tragiques événements de Strasbourg ont fait passer les Gilets jaunes en retrait dans l'actualité. Un recul médiatique qui correspond également au retrait d'une partie des Français mobilisés dans le mouvement. Apaisés par la prise de parole présidentielle, échaudés par les violences ou plus simplement par faute de temps après un mois de mobilisation. En revanche, d'autres Gilets jaunes n'entendent pas mettre fin à leur action et ceux-ci pourront trouver le soutien de la gauche avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste qui n'ont pas suivi l'appel à l'arrêt des manifestations. Nicolas Dupont-Aignan est resté pour sa part prudent sur le sujet. Quant à Marine Le Pen, elle a déclaré ne pas penser que la manifestation parisienne puisse avoir lieu, tout en rappelant la liberté constitutionnelle de manifester. Le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, a de son côté demandé aux Gilets jaunes de ne pas manifester samedi. Côté exécutif, on redoute une nouvelle manifestation importante qui mobiliserait des forces de sécurité qui ne seraient alors pas exploitables dans le cadre de la lutte antiterroriste. On redoute également l'effet surmenage des forces de l'ordre après plus d'un mois d'intervention. Pour tenter d'apaiser la grogne, le gouvernement a avancé ses pions dans le cadre de la proposition de mise en place d'un dialogue, énonçant les 5 thèmes retenus pour les débats prévus sur tout le territoire: dépenses énergétiques, liens impôts-services publics, organisation de l'État, citoyenneté et démocratie, et enfin immigration. Un dernier point qui ne manquera pas de susciter la polémique entre une gauche offusquée de l'arrivée de cette question qui lui est tabou et une droite qui s'indigne de la signature du pacte de Marrakech. Un premier enseignement peut en tout cas être tiré après l'attentat de Strasbourg vis-à-vis des Gilets jaunes. Le gouvernement ne peut plus compter sur une hypothétique union nationale, même après une attaque terroriste. Débordé ces dernières semaines dans la rue, l'exécutif voit aussi progresser un peu partout sur la toile des théories farfelues selon lesquelles les attentats seraient orchestrés par le pouvoir. Une tendance à la recherche du complot qui s'explique notamment par un rejet massif des médias. Des rumeurs et autres complots qui font boule de neige sur les réseaux sociaux où tout à chacun peut, souvent caché sous un pseudonyme, laisser libre cours à sa libre expression avec les risques que cela implique. L'effet amplificateur de ces réseaux a permis l'émergence des Gilets jaunes. Il pourrait aussi largement les discréditer. Partout en France, des citoyens poursuivent leurs actions. En Vaucluse, un gilet jaune âgé de 23 ans a trouvé la mort mercredi, percuté par un camion. C'est le 6e décès depuis le début de la mobilisation. La force du mouvement aura été sa capacité à mobiliser des dizaines, voire des centaines de milliers de Français très déterminés, des manifestants disséminés un peu partout et dont les actions ont marqué l'opinion et attiré la sympathie. En revanche, le nombre de manifestants, s'il est important, n'est pas non plus exceptionnel. Difficile de dire donc si la mobilisation tiendra après les annonces présidentielles et l'attentat de Strasbourg. L'effet de lassitude jouant également, tout comme le possible discrédit lié aux folles rumeurs diffusées sur Internet. L'acte 5 pourrait bien être le baroud d'honneur, en attendant probablement un possible retour dans la rue fin janvier avec l'arrivée de l'impôt à la source. La CGT n'est plus le premier syndicat de France. L'évolution du paysage syndical se poursuit au détriment de la centrale marxiste. Les résultats officiels des élections professionnelles ont consacré le rival, la CFDT, comme première centrale du pays. Olivier Frère-Jacques.
Coup de tonnerre à la CGT, le premier syndicat de France perd sa couronne. Après des décennies en tête des élections, la Confédération Générale des Travailleurs est défaite. Un processus lent de déclin qui vient de passer un nouveau cap avec les élections professionnelles dans la fonction publique. À l'issue de ce scrutin, la CFDT devient le premier syndicat dans les secteurs publics et privés confondus. Une sorte de première place au classement général, tandis que la CGT demeure première dans la fonction publique dans son ensemble avec 21,8% des suffrages contre 19% pour la CFDT et 18,1% pour Force ouvrière. Ce déclin de la CGT est riche en enseignements. Tout d'abord, il suit de manière différée le déclin du Parti communiste auquel la centrale est liée. Et comme le Parti communiste, la CGT a commis un péché mignon, le gauchisme. Depuis plusieurs années, la CGT flirte avec des positions historiquement pas franchement staliniennes, notamment en matière de défense des minorités et tout particulièrement des migrants, comme l'illustre Jean-Albert Guidou, co-responsable du collectif Migrants Confédéral. Pour la CGT, les migrants font partie de la classe ouvrière et du salariat en France. Donc se mobiliser pour les migrants, c'est aussi se mobiliser pour l'ensemble du salariat. En penchant plus du côté des causes humanitaires que sociales et remplaçant le travailleur par le clandestin, la CGT s'est progressivement coupée de sa base, une tendance sociétale plus que sociale et qui ne date pas de la présidence martinaise. Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, devenu administrateur au BIT, le Bureau international du travail, s'est également recyclé dans la défense de l'immigration, évoquant notamment le dumping social comme danger pour les travailleurs étrangers. Pour en revenir à la situation faite aux migrants, l'OIT, par ces deux textes cruciaux s'agissant des migrants, veut éviter par sa réglementation mondiale que les migrants soient des victimes du dumping social en quelque sorte, et donc prend toute une série de dispositions sur la non-discrimination, quelles que soient les origines, quel que soit le sexe. Un travailleur dans un pays doit se voir reconnaître, si je résume l'esprit, l'ensemble des droits d'une population du pays d'accueil. Une vision inversée du dumping social qui autrefois était considéré avant tout comme une menace pour les travailleurs nationaux. Et à ce petit jeu de défense des minorités, et tout particulièrement des migrants, la CGT va sur un terrain que maîtrise très bien un autre syndicat, la CFDT, la Confédération Française Démocratique du Travail. La centrale sociale réformatrice, à l'image plus policée, a depuis longtemps su s'inspirer des think tanks socialistes comme Terra Nova et l'Institut Jean Jaurès pour cultiver un discours plus progressiste et moins social. Son secrétaire général, Laurent Berger, est d'ailleurs plus conciliant avec l'exécutif, comme en témoigne son récent passage à l'Élysée dans le cadre du dialogue ouvert par le chef de l'État après le séisme des Gilets jaunes. Et donc tant mieux si c'est un nouveau temps de prise en compte des acteurs sociaux, économiques et politiques de notre pays. Une bienveillance à l'égard de l'exécutif qui n'empêche d'ailleurs pas le patron du nouveau premier syndicat de France de rappeler Emmanuel Macron à l'ordre quand ce dernier ose rapprocher la question sociale de la question migratoire, comme il l'a fait lors de son allocution télévisée de lundi. On aborde la question de l'immigration, on ne voit pas pourquoi. Quand on reparle de cette question sociale du pouvoir d'achat, on aborde cette question de l'immigration. Moi je le dis, il ne va pas falloir que la politique qui soit menée demain soit une politique un peu réactionnaire. Mais vous trouvez que c'est incongru d'une certaine façon ? Oui, c'est incongru. Le paysage syndical continue donc sa mutation et si la CGT recule, ce n'est pas pour autant la fin du syndicalisme de contestation puisque la centrale demeure un bastion imprenable dans certains secteurs et reste notamment puissant à la SNCF où la CGT et son homologue d'extrême gauche Sudrail se partagent la place d'élus majoritaires. Un syndicalisme radical qui tend cependant à s'affaiblir si l'on regarde le paysage social dans son ensemble. Déjà largement dépassé en nombre d'adhérents par la CFDT et cela depuis plusieurs années, la CGT devra faire des prouesses pour parvenir à récupérer sa première place. Avec la CFDT comme partenaire, Emmanuel Macron peut, au moins un temps, calmer la gronde et surtout, il trouve dans ce syndicat une organisation à l'ADN pas très éloigné de son propre profil de haut fonctionnaire de centre-gauche. Ce changement s'inscrit donc dans une tendance au recentrage de la gauche qui assume désormais sa proximité avec un certain patronat et surtout de nombreuses élites sorties de l'École nationale de l'administration. Alors que la Gronde populaire des Gilets jaunes a montré la limite des syndicats, officines subventionnées à grands coups de millions par l'État, la CGT n'a pas souhaité participer au mouvement, ratant toujours plus le coche des classes moyennes et laborieuses. Et dans les mois à venir, le président et son gouvernement vont inclure les syndicats au fameux dialogue social pour feindre une certaine ouverture, mais la CGT ne sera, lors de ces rendez-vous, qu'un syndicat parmi les autres.
La Russie fait son retour sur le devant de la scène militaire. Pour la première fois depuis le début des années 2000, le pays des tsars est au 2e rang du classement des plus gros vendeurs d'armes dans le monde, devant le Royaume-Uni. La Russie, 2e vendeur d'armes au monde. Lundi, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, a publié un rapport sur l'état du commerce mondial des armes pour l'année 2017. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le marché se porte bien avec un chiffre d'affaires frôlant les 400 milliards de dollars l'année dernière. Un marché en vogue où, sans surprise, les États-Unis règnent en maître. Si l'oncle Sam demeure intouchable, la Russie n'a pas à rougir en la matière. Pour la première fois depuis 2002, le Kremlin est devenu le 2e plus gros vendeur d'armes au monde, délogeant le Royaume-Uni 3e et faisant reculer la France au 4e rang. Une belle prouesse pour la Russie. Les ventes combinées des 10 principaux fabricants russes d'armement ont représenté à eux seuls 9,5% du total mondial l'année dernière, soit 37,7 milliards de dollars. Parallèlement, si les industriels américains ont vendu pour 226,6 milliards de dollars d'armement en 2017, soit 57% du total mondial, cette domination est toutefois à relativiser. En effet, 90% des ventes américaines ont été effectuées aux États-Unis, et ce, avec un budget accordé à la défense dépassant les 3% du PIB national. Ainsi, le bilan russe en matière de vente d'armes est donc une réussite. Un résultat loin d'être surprenant alors que le pays peut compter sur 2 facteurs prédominants. D'abord, un effort financier de modernisation de ses armes, à l'image du nouveau missile sol-air S-400. À cela s'ajoute la stabilité de son cahier de commande avec ses clients habituels, à savoir la Chine et l'Inde. 2 superpuissances qui viennent donc gonfler le chiffre d'affaires des sociétés russes pour grappiller un peu de terrain sur le leader états-unien. D'ailleurs, selon les calculs du CIPRI, 9 entreprises russes ont augmenté leurs ventes, dont 3 ont connu une croissance de plus de 15%. Et au vu des derniers contrats passés par la Russie, l'écart pourrait se réduire de plus en plus dans les années à venir. En effet, le Kremlin entend profiter des querelles américaines à l'international pour conquérir de nouvelles parts de marché, notamment en concluant des accords avec la Turquie et pourquoi pas s'ouvrir à de nouveaux marchés du côté de Doha ou de Riyad, même si les États-Unis restent vigilants à ce sujet. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Le Rassemblement national en tête des intentions de vote pour les européennes. Selon un sondage IFOP diffusé ce jeudi, le parti de Marine Le Pen est crédité de 24% des intentions de vote, gagnant au passage 2 points en un mois. Il semblerait que le RN profite du mouvement des Gilets jaunes puisque, dans le même temps, La République en marche recule d'1 point pour passer à 18%. Un sondage à prendre avec des pincettes puisque la France insoumise n'est créditée que de 9% d'intention de vote alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon semble avoir acquis une base électorale solide lors des derniers scrutins en dépit de ses récentes distensions internes. À noter tout de même la progression de la liste de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan qui atteint 8% à égalité avec Europe Écologie Les Verts qui de son côté paraît un peu surcoté eu égard à ses résultats électoraux ces dernières années. En queue de peloton, on retrouve le Parti socialiste qui chute à 4,5 points. Pour faire des bébés, on peut compter sur les femmes immigrées. Selon une étude de l'INSEE publiée ce jeudi, le taux de fécondité diminue légèrement en France, sauf chez les femmes immigrées, ce qui permet d'atténuer à la marge la baisse globale de la fécondité dans le pays. Depuis 2015, il est passé sous le seuil symbolique de 2 enfants par femme pour atteindre 1,88 en 2017. Toujours selon l'étude, la fécondité des femmes immigrées reste stable et se maintient à 2,73. Petite nuance, l'INSEE définit un immigré comme une personne résidente en France, née à l'étranger et de nationalité étrangère à sa naissance. Les clandestins ne manquent pas d'imagination. Lors d'un contrôle, les fonctionnaires de la police aux frontières ont découvert un Irakien caché sous le capot d'un véhicule. Le clandestin a déclaré s'être glissé lui-même dans le compartiment moteur. 2 photos montrant le visage du migrant et un parking de Grande-Synthe dans le Nord ont été retrouvées dans le téléphone du propriétaire du véhicule. Lors de son passage au tribunal de Boulogne-sur-Mer, le prévenu a indiqué avoir laissé son pick-up aux mains d'un mécanicien qui aurait confectionné la planque. Une justification qui n'a pas convaincu les magistrats qui ont condamné le ressortissant allemand à 16 mois de prison ferme assortie d'une interdiction de territoire français pendant 3 ans. Attention, cible en mouvement. Mercredi, un TGV reliant Paris à Nice a été touché par une balle. Le projectile, destiné à la chasse au gros gibier, a percé la vitre pour venir se loger dans un appui-tête sans faire de blessés.
Aucune hypothèse n'est pour l'instant privilégiée par le parquet, que ce soit un tir volontaire ou une balle perdue. Theresa May sauve sa tête. Pour l'instant, le vote de défiance n'a pas trouvé l'écho escompté dans les rangs conservateurs. Ils sont finalement 117 Tories à avoir voté contre leur chef, alors qu'ils auraient dû être 159 pour la faire chuter. Le Premier ministre avait affirmé avant le vote qu'elle ne se présenterait pas lors des prochaines élections pour son parti. Cette victoire permet à la dame du 10 Downing Street de ne plus être inquiétée par son parti pendant au moins un an. Dans la matinée de jeudi, Theresa May a affirmé qu'elle se battrait de toutes ses forces pour finir le travail sur le Brexit. Et des forces, il en faudra pour le Premier ministre, alors que les pas encore ex-partenaires européens n'entendent pas renégocier les termes du Brexit. Accident mortel en Turquie. Un train transportant des voyageurs a percuté une locomotive effectuant des repérages sur les rails jeudi matin aux abords de la capitale Ankara. Parmi les dizaines de victimes figure le conducteur et près de 50 personnes sont blessées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. Et dans un instant, notre Zoom du jour, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie », Jean Sévilla étudie les causes réelles de la guerre dans ce pays conquis en 1830 et revient sur les 130 ans de présence française. La responsabilité du général de Gaulle est engagée. Alors, il prend au moment où il accède au pouvoir, l'Algérie est en guerre. Enfin, s'il y a la guerre en Algérie, le terme n'est pas lâché, la situation déjà me paraît compromise. Maintenant, de Gaulle va accélérer le processus. Il arrive au pouvoir en 1958 avec l'idée qu'il va donner l'instrument d'indépendance à l'Algérie, ça j'en suis persuadé. Et comme il est pressé en raison de son âge, il a un septennat devant lui, 58-65, il a un grand projet pour la France, faire de la France un grand pays industriel, et doté d'une puissance nucléaire, capable de résister aux Russes comme aux Américains. Il veut lâcher l'Algérie. Pour lui, la guerre d'Algérie, c'est un boulet. N'oublions pas, et ça c'est une vérité économique, que l'Algérie, puissant du point de vue de ses coûts militaires comme du coût civil, représentait absorbait 20% du budget de la France en 1960. C'est-à-dire qu'un cinquième de la richesse nationale passait dans l'Algérie. C'est considérable. Hein. Je ne sais pas pour défendre la façon dont ce qu'a fait De Gaulle, mais il faut avoir cet élément en tête. Et ce soir, retrouvez les idées à l'endroit. Alain de Benoît reçoit le français Gilbert Merliot et le belge David Engels pour s'intéresser à l'œuvre du philosophe et historien allemand Oswald Spengler. Et tout de suite, une nouvelle chronique de François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Le président Macron a décidé de démarrer sa campagne européenne sous la forme d'une attaque du populisme. Dans les difficultés actuelles de la France, que l'on voit évidemment manifestement par le mouvement de colère des Gilets jaunes, il est évident que ce qui est important pour le président de la République, c'est d'abattre le populisme. Et donc, il y a le fameux clip publicitaire où sont épinglés messieurs Salvini et monsieur Orban. Alors, la campagne, ce démarrage de campagne, de cette façon-là, pose tout de même un problème et il n'est pas sûr que les communicants de l'Élysée aient fait le meilleur choix. En effet, en Europe aujourd'hui, il y a un bloc solide, incontestablement solide, c'est le bloc des souverainistes, des pays qui estiment que la souveraineté nationale compte. Ce sont la Pologne, la République tchèque, l'Italie maintenant et d'autres pays qui forment un groupe homogène et puissant. Et puis il y a à côté de cela un bloc apparemment puissant mais qui est en fait extrêmement fragile et qui est le bloc, notamment le socle, ce qu'on appelle le socle franco-allemand. La France pourtant va très mal, l'Allemagne va extrêmement mal, Merkel est en grande difficulté et le socle qui s'agrège autour de l'axe franco-allemand est évidemment considérablement fragilisé. Donc le président Macron prend la position
étonnante d'apparaître comme un diviseur idéologique de l'Europe en coupant l'Europe en deux, les bons qui sont les eurocrates, les europhiles, mais dont ce bloc est fragile, et les mauvais, qui sont les souverainistes, mais dont le bloc a l'air d'être solide et qui peut réserver de grandes surprises pour les élections européennes. Et finalement, le président Macron commet une erreur extraordinaire. Il veut se donner une posture, la posture de celui qui va régénérer l'Europe en créant effectivement une Europe unie. Mais en fait, il la divise. Et il me vient à l'esprit qu'en réalité, son absence totale de stature rend sa posture ridicule. Car en Europe, le président Macron est moqué. Tout le monde se moque de Macron, car effectivement, avoir une posture sans stature est une pure aberration sur le plan de la communication. Il est donc probable que la campagne européenne du président Macron démarre mal, mais il a déjà dit que finalement, ça lui était complètement égal. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout de même une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.